Les autorités qui viennent mettre un terme à la polémique entre la NBG et les responsables des dites universités. Le R21 est le nouveau vaccin contre le paludisme made in Burkina. C'est une lueur d'espoir qui vient de Burkina Faso et qui pourra sauver toute l'Afrique de cette maladie qui ruine la population du continent. Ouverture ce mardi du sommet du G7. Ces grandes puissances sont à la recherche des réponses communes. Face à l'urgence, les 7 pays les plus industrialisés se concertent. Le clin d'œil de ce soir est orienté vers ce questionnement autour du régime matrimonial, polygamie ou monogamie. Peut-on changer de régime? Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec l'enseignement supérieur au Gabon, c'est officiel. L'État gabonais s'est porté garant en ce qui concerne les frais d'écolage des étudiants gabonais orientés vers les universités privées, une décision qui vient définitivement mettre un terme aux incompréhensions entre les nouveaux bacheliers, les responsables d'établissements privés et l'Agence nationale des bourses du Gabon. Chimène Sandra Assengon nous explique. L'attribution des bourses aux nouveaux bacheliers s'inscrit dans le cadre du décret 404 du 26 septembre 2012, qui préconise que l'obtention du baccalauréat ouvre systématiquement la voie à une bourse d'études. Voilà, entre autres, les grandes lignes du communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur gabonais. Cette annonce vient définitivement mettre fin à la polémique autour des frais d'écolage, à l'origine de plusieurs incompréhensions entre les étudiants, les chefs d'établissement privés et l'Agence nationale des bourses du Gabon. En effet, l'État gabonais n'ayant pas toujours été bon payeur envers les établissements privés, la solution a été trouvée au sortir d'une rencontre tripartite organisée le 28 avril dernier à Libreville entre le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Agence nationale des bourses du Gabon et les responsables d'établissements supérieurs privés. Des résolutions fermes et définitives ont été prises ce lundi. Elle devrait permettre aux étudiants orientés vers ces établissements jusqu'ici sans inscription de le faire avant la date butoir du 10 mai, avant d'entamer la nouvelle année académique qui cette année est en déphasage avec le calendrier habituel en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. Et puis le gouvernement gabonais, par la voix de son ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Patrick Modiama Daouda, se dit se réjouir de l'accompagnement social dans lequel il s'est engagé depuis plusieurs années envers les étudiants au Gabon. Cet accompagnement serait donc à ce jour sans égal au niveau de la sous-région. On en parle avec Linda Ningon et Alban Vumba. Bonne nouvelle, les bourses des doctorants, des étudiants vivant à l'étranger et ceux ayant des mentions honorables vont connaître une augmentation. C'est l'une des particularités du nouveau projet de loi adopté récemment au Conseil des ministres, en plus de la création des bourses sportives et de celles dédiées aux étudiants vivant avec un handicap. Il n'est pas normal, par exemple, que nos étudiants aient des bourses qui soient inférieures à ce qu'on demande, par exemple, comme revenu minimum dans certains pays pour vivre. Et en augmentant la bourse de la formation professionnelle, donc la bourse qui permet d'entrer qu'on octroie aux étudiants, aux élèves qui sont dans les centres de formation professionnelle, elle va être augmentée considérablement. La bourse pour les études doctorales va être augmentée. La bourse pour les élèves qui ont des mentions va être augmentée. Les conditions d'accès pour les étudiants handicapés vont être revues, vont être assouplies pour l'accès à la bourse. Dans plusieurs pays d'Afrique centrale et même de l'Ouest, le Gabon aurait la meilleure politique en termes d'accompagnement de ses apprenants. Même si le processus de mise en exécution tend à piétiner, explique le ministre gabonais de l'Enseignement supérieur. Par mes activités et mes fonctions d'enseignant, j'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup d'universités africaines de la sous-région et même d'ailleurs. Je pense qu'on a le système de bourse en Afrique subsaharienne le plus généreux. Cette nouvelle réforme, dont se réjouissent les étudiants au Gabon, vise aussi la promotion de l'égalité des chances. D'après la tutelle, cet accompagnement social touchera aussi des étudiants non boursiers qui bénéficieront, comme tous les autres, des logements universitaires et privés, désormais pris en charge à plus de 80% par l'État gabonais. Et puis, il vous souviendra que lors du dernier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement annonçait l'adoption d'un décret portant attribution des bourses d'études au Gabon. Après cette annonce, une interrogation subsiste. Nouvelle formule ou formule revisitée? Patrick Modiama Daouda, le patron de ce département, s'est longuement exprimé à ce sujet. Regardons.
C'est parce que les décrets 119 et 79 ont montré leurs limites en termes d'accompagnement social de l'étudiant gabonais que le nouveau projet de loi adopté lors du dernier Conseil des ministres a vu le jour. Son objectif, accentuer le caractère social relatif à l'attribution des bourses et les logements universitaires. Deux problèmes avec ces textes-là, c'est que quand on les a pris, on n'a pas pensé à prendre un texte pour régir la gestion des bourses pour les formations professionnelles. Et de fait, le 404 gérait tous ces ordres d'enseignement. L'autre problème avec ces textes-là qui ont été pris et qui sont encore en cours, normalement sur le plan juridique, le 119-79, c'est qu'ils étaient difficilement applicables parce que, en réalité, les conditions, surtout pour celui sur l'enseignement général, les conditions étaient très très contraignantes puisqu'il fixait l'âge de la bourse à 18 ans, je crois, avec la mention « à bien ». Donc du coup, c'est très très peu d'élèves qui auraient pu bénéficier de cette bourse-là. Pour ce projet, on parle de la création de 7 catégories de bourses d'études pour les étudiants vivant avec un handicap, l'uniformisation du régime de bourse applicable aux élèves et étudiants scolarisés au Gabon et à l'étranger, en précisant les différentes conditions adaptées en fonction du type d'enseignement, de l'âge et des performances académiques de l'apprenant. Mais la base, c'est pour l'enseignement général, 22 ans, 10 de moyenne en classe. Pour la formation professionnelle, c'est 27 ans, sans autres conditions, sauf l'obtention du concours pour le centre de formation professionnelle quand c'est exigé. Et pour l'enseignement technique supérieur, c'est 24 ans et 10 de moyenne. C'est donc à compter de la prochaine année académique que ce nouveau décret entrera en vigueur. Pour les personnes vivant avec un handicap, quelle que soit la forme, elles devront fournir un avis médical afin que leur statut soit désormais pris en compte et bénéficie des avantages irrelatifs. Rien à voir avec ce qui précède. La Direction générale de la promotion de l'économie numérique a présidé ce mardi l'atelier de restitution de la 3e enquête sur le niveau des acteurs TIC en matière de promotion de l'économie numérique au Gabon. Le but étant donc d'apporter des éclaircissements sur le niveau de l'avancement de l'écosystème numérique dans le pays. Miguel Mabika et Jospin Bomba, Diongas Enfant Léco. Évaluer le niveau de satisfaction des acteurs TIC en matière de mise en œuvre de la politique publique de l'économie numérique par le gouvernement gabonais. Tel est l'objectif de cette étude qui pourra in fine aider à la prise de décision afin d'augmenter le niveau de satisfaction. Nous la faisons chaque année dans le cadre du projet e-Gabon de promotion de transformation numérique pour mesurer quel est l'impact de la politique du chef de l'État, la vision du chef de l'État en termes de transformation numérique sur la vie des Gabonais. Donc nous travaillons pour cela avec un cabinet d'études qui est le cabinet cible pour voir quel est le taux de satisfaction par rapport à ce qui a déjà été réalisé, ce qui donne au gouvernement un tableau de bord pour savoir quelles sont les améliorations qu'il faut apporter pour assurer l'inclusion numérique. Une enquête réalisée par le groupe cible, spécialiste de statistiques et sondages, qui par des approches mixtes et méthodes d'analyse ont permis de révéler que la satisfaction globale de la clientèle 2020 est de 55%, en légère baisse due à la pandémie de Covid-19. L'enquête a porté, oui, auprès de 3 grandes cibles, le grand public, les entreprises et les enseignants. Le Gabon se situe à peu près en termes de niveau d'équipement, à peu près au niveau du Maroc. Mais quand on regarde le prix, l'accès au Maroc, l'accès est pratiquement gratuit. Tandis que même le petit débit, même le faible débit est encore relativement cher au Gabon. Donc l'effort est fait essentiellement à ce niveau-là. Améliorer l'accessibilité de l'Internet par des coûts abordables pour le plus grand nombre de citoyens et revoir à la baisse la politique du prix de l'Internet mobile sont autant de directives à mettre en place pour une meilleure satisfaction des acteurs TIC au Gabon. Dans le même registre, le Premier ministre gabonais Rose Cristiano Soukara Ponda a reçu en audience ce mardi le directeur général de Gabon Télécom, Abdelrahim Karim. À l'ordre du jour, la question relative au secteur télécommunications qui contribue énormément au PIB du pays et qui s'est avéré être pourvoyeur d'emplois grâce à l'implication des PME gabonaises. Le reportage est de la communication de la primature.
Au Gabon, le secteur des télécommunications affiche un énorme potentiel. C'est d'ailleurs l'un des piliers dans la stratégie du développement du pays. Pour booster ce secteur stratégique, des investissements ont d'ailleurs vu le jour avec l'implication des PME gabonaises. On a une douzaine de PME gabonaises qui sont nos sous-traitants pour la fibre optique et qui créent de l'emploi, qui étaient formés sur le tas à travers un partenariat avec l'ENPETIC où nous avons offert un laboratoire de fibre optique à l'ENPETIC pour qu'ils puissent former ces techniciens sur le métier de fibre optique. Et dernièrement, une nouvelle action de RSE en leur offrant une formation sur la sécurité parce que ça devient important pour l'économie numérique. Des milliards de nos francs ont été investis dans ce secteur en une décennie par le gouvernement gabonais. Un investissement colossal pour que le pays soit encore plus compétitif. Le secteur télécommunications, c'est un secteur qui évolue très vite. Il évolue en termes technologiques. Il y a un grand taux d'obsolescence technologique. Il faut toujours se rénover. Il faut toujours changer les équipements de télécommunications pour rester dans le top de la technologie. Grâce à ces investissements, le Gabon est devenu le premier pays connecté au TIC en Afrique centrale et de l'Ouest et le 6e en Afrique. Le pays s'entend à présent que ce secteur participe fortement au PIB avec une économie porteuse de croissance économique. Le docteur Louis Carrera est allé faire ses adieux au chef du gouvernement gabonais après avoir été à la tête du CHU Janébori pendant 3 ans. C'est donc au sortir d'une audience avec Rose Christiane Osukarapanda que l'annonce a été rendue officielle. Après 3 ans à la tête de cet hôpital de référence, ce médecin avait une double mission: moderniser cette structure et promouvoir l'expertise à une main-d'œuvre locale. C'est un système de gestion qui est surtout tenu par les Gabonais. On est 680 travailleurs à Janébori. Il n'y a que 2 expats. Ce n'est pas les 2 expats qui font la différence. Ce sont les Gabonais qui travaillent là-bas et c'est le système qu'on a mis en place qui fait la différence. L'un des défis de Luis Carreras en tant que manager de cet hôpital de pointe a également été la pandémie de Covid-19 qui a touché le Gabon en 2020. Alors qu'il quitte le Gabon, il pense qu'une réponse efficace face à cette maladie reste le vaccin. Je profite pour encourager tous les Gabonais, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Le Covid, c'est une très mauvaise maladie qui, malheureusement, a déjà tué 180 de nos compatriotes. Prenez le temps, allez vous faire vacciner. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le Covid, mais si vous l'avez, vous risquez d'avoir beaucoup moins de complications. En 2018, la gestion du centre hospitalier universitaire Mère et Enfants de la Fondation Janébori avait été confiée à l'entreprise Sfera dans le cadre d'une coopération entre le Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Pour moderniser l'Office pharmaceutique national, le gouvernement a adopté lors du dernier Conseil des ministres une réforme visant sa transformation en société d'État, un changement qui devrait faciliter l'accès aux médicaments pour les populations. Les précisions de Déoline Douti et Lewis Midiogo. Rendre disponibles et accessibles les médicaments et autres produits de santé dans les structures sanitaires du pays, c'est l'objectif visé par cette réforme qui s'inscrit dans le registre des projets prioritaires du plan d'accélération de la transformation. Dans cette réforme, il faut dire que l'Agence du médicament assure la politique pharmaceutique nationale. Donc elle intervient au niveau de la stratégie. Le grossiste répartiteur national dans la ligne de notre politique, c'est l'Office pharmaceutique national. Donc le chevet du malade, c'est la stratégie qui nous importe d'abord. Parce que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on ne va pas lui demander d'aller chercher une paire de gants. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc la réforme nous permettra, si vous voulez, de diminuer ce risque et de moins stresser les parents du malade. Donc le parent du malade, quand il arrive, il doit avoir à sa disposition au niveau de l'hôpital tout ce qu'il lui faut, aussi bien des dispositifs médicaux que des médicaments. L'initiative du gouvernement gabonais vise à asseoir un système de santé résilient à travers l'accessibilité de médicaments à moindre coût et pour tous. Était attendue depuis plus de 10 ans et nous devons la mettre à l'initiative de notre ministre de la Santé qui a permis que nous arrivions à ce résultat. Et nous pensons effectivement que
elle va aboutir et que le médicament sera effectivement disponible sur toute l'étendue du territoire. Reste désormais à chaque partie prenante de procéder chacune à la mise en œuvre de l'Office pharmaceutique national en société d'État pour espérer ensuite une gestion plus efficace des médicaments dans les structures sanitaires, mais également la mise en place d'un système durable d'approvisionnement et de gestion sur tout le territoire national. Et au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, grâce à des recherches conjointes, les scientifiques du pays et des chercheurs d'Oxford ont élaboré un nouveau vaccin contre le paludisme. Ce sérum a prouvé son efficacité sur une échelle de 77%. Les détails avec Ornella Nguidou. Cela fait une dizaine d'années que l'équipe de recherche de l'unité clinique de Nanoro, située au centre-ouest, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, travaille sur la recherche d'un vaccin contre le paludisme. Il se nomme R21, il est dérivé du RTSS, efficace à 39%, qui est le tout premier candidat vaccin développé par ces chercheurs actuellement en phase de déploiement pilote par l'OMS à travers l'Afrique. Le R21 en phase 2 et qui a montré une efficacité de 77% attend l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé avant sa commercialisation au Burkina. Ces recherches vaccinales contre le paludisme sont en bonne voie et constituent un espoir qui vient du pays des hommes intègres. Cela permettra d'immuniser le Burkina et pourquoi pas le reste de l'Afrique, continent le plus touché par cette maladie infectieuse potentiellement mortelle. Le président du Faso a reçu l'équipe et salué le travail de chercheurs. De cet échange, l'on retient que le processus de phase 3 va conduire à l'enregistrement de ce vaccin dans les 3 prochaines années. Rappelons qu'en mai 2019, les premières doses du vaccin RTSS ont été injectées aux populations et que plusieurs autres sont en cours. Toujours dans le registre santé, le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne a entamé ce mardi l'examen continu du vaccin Covid-19 appelé Coronavac, développé par le laboratoire chinois Sinovac. Les données qui en découleront seront passées au peigne fin pour décider si les avantages l'emportent sur les risques. Le récit de Rona Charlène Moinkondé. Sans s'avancer sur une voie certaine de l'entrée du vaccin chinois Sinopharm dans le processus de vaccination anti-Covid-19 en Europe, ce mardi, il est mis en étude par l'Agence européenne du médicament aux côtés de 4 autres sérums, le vaccin Sputnik 5, Russie, le vaccin CureVac, Allemagne, le vaccin Sanofi, GSK et le vaccin Novavax. Le dit examen permet à ce stade du processus d'accélérer la procédure d'approbation en démarrant sans attendre une demande d'autorisation de mise sur le marché de la part du laboratoire, la revue des études cliniques publiées et d'apprécier la balance bénéfice-risque du vaccin. Dans le cadre de la pandémie à coronavirus, l'EMA a généralement pris ses décisions dans un délai plus ou moins court pour les vaccins faisant l'objet d'un examen en continu. Le vaccin Sinopharm contre la Covid-19, pour lequel Sinovac dispose de capacités de production de 2 milliards de doses, a déjà reçu une autorisation d'urgence dans une trentaine de pays. Près de 15 000 personnes ont d'ores et déjà reçu leurs 2 injections à travers le monde. L'agence européenne justifie cette décision d'intégrer Coronavac à cette procédure suite au retour des essais cliniques établis et publications du laboratoire, lesquels indiqueraient que ce vaccin permet bien de produire des anticorps permettant de contrer le développement de la Covid-19. Notons qu'en termes d'efficacité, il y a eu ces dernières semaines des opinions divergentes suite à la publication des résultats au Brésil qui indiquaient une efficacité d'un peu plus de 50% face aux cas symptomatiques de Covid-19. Mais Sinovac a assuré que dans cet essai brésilien, l'efficacité dépassait 83% pour les cas de Covid-19, nécessitant une hospitalisation et 100% contre les formes sévères et les décès. La crise sanitaire est donc à l'origine de ce risque de pénurie qui plane sur l'économie mondiale. Plusieurs produits seront en manque ou verront leur prix grimper. L'heure est donc pour les entreprises à la redynamisation du management des opérations, un impératif à l'heure où le mot d'ordre à travers la planète est la relance de l'économie. On en parle avec Modeste Ocom.
Cela faisait 2 ans que les 7 pays les plus puissants de la planète ne s'étaient pas réunis en présentiel. Pour cette première journée, les dossiers les plus urgents ont été passés au peigne fin. De la crise sanitaire à la relance économique, en passant par les violences en Éthiopie, en Iran ou en Corée du Nord, les dirigeants du monde doivent prendre des décisions fermes. Car il y a urgence à agir face à un virus qui a déjà causé des milliers de morts et qui, malgré le vaccin, a du mal à être maîtrisé. Agir face au climat alors que les États s'étaient mis d'accord à Paris en 2015 pour lutter contre la hausse des températures. Il n'y a toujours eu aucun engagement ferme des pays pollueurs pour y parvenir. Mais il faut surtout agir face aux violences constatées en Éthiopie, en Iran, en Corée du Nord, en Somalie, au Sahel et dans les Balkans. Et alors que la crise sanitaire dicte sa loi dans toutes les sphères de la planète, il faut déjà penser à relancer l'économie avec des stratégies qui doivent avoir un impact mondial. Le but principal de cette assise est donc de trouver un consensus concernant les réponses conjointes aux menaces d'ordre mondial. Le tout devant être ficelé avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se déroulera le mois prochain dans le sud-ouest de l'Angleterre. Vous l'aurez compris, il s'agissait donc de l'ouverture du sommet du G7 à Londres. Les 7 pays les plus industrialisés se concertent pour trouver une décision commune face à la crise actuelle. Nous vous le disions, un risque de pénurie plane sur l'économie mondiale. Plusieurs produits seront en manque ou verront leur prix grimper. L'heure est donc pour les entreprises à la redynamisation du management des opérations un impératif à l'heure où le mot d'ordre à travers la planète est la relance de l'économie. Retrouvons Modeste Ocom. Certains, dès le début, ne voyaient pas l'ampleur qu'allait prendre la crise de la Covid-19. Pourtant, depuis peu, on commence à réaliser les conséquences concrètes du choc et saisir son ampleur. Un mot résume la situation très dégradée de l'économie, la pénurie de matières premières et produits de base. On note de ce fait une hausse des prix sur les matières premières ou sur les produits intermédiaires tels que les puces électroniques, l'acier, le bois de construction et autres. Dans l'immédiat, il n'est pas à exclure que ces pénuries conduisent à une forte hausse des prix producteurs et par ricochet, à de fortes hausses des prix à la consommation. L'avenir n'est donc pas très rassurant. Les experts craignent de nombreuses pénuries sur les produits et une inflation ranimée. Selon eux, cette conjonction aura tendance à s'inscrire dans la durée, les opérateurs en place tirant parti de ces pénuries et n'ayant aucun intérêt, du fait des conséquences de l'inflation, de s'endetter et d'augmenter significativement leur potentiel productif. Ainsi, les entreprises devront prendre en compte ce changement de modèle afin de réinventer leur façon de gérer les opérations et leur stratégie, le tout dans un monde où le principal frein au développement de l'activité sera la pénurie de certains facteurs de production et pas la demande. Saviez-vous qu'il est possible de changer de régime matrimonial quelque temps après un mariage? Au Gabon, une disposition juridique prévoit ce cas de figure, mais il est difficile à l'heure actuelle de dire combien de couples y ont recours. C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Linda Gaël Magonga et Albon Bumba. Monogamie ou polygamie, le choix du régime matrimonial s'effectue dès qu'un couple décide de contracter une union légale devant un officier d'état civil. Ce régime, rattaché au patrimoine des conjoints, définit la communauté ou la séparation des biens. L'article 305 du Code civil nous dit que les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens tel que défini aux articles 368 à 373 du présent code. Toutefois, lorsqu'il y aura mariage avec engagement de monogamie, le régime matrimonial est expressément choisi par les époux lors de la célébration du mariage. Ce choix portera soit sur le régime de la communauté, soit sur le régime de la séparation des biens, soit sur le régime conventionnel fixé
par contrat conformément à l'article 306 du présent code. L'officier de l'état civil doit faire mention de ce choix dans l'acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 177 du présent code. Cependant, une fois que le mariage est officialisé et signé, peut-on changer de régime? Oui, la loi prévoit la possibilité de basculer d'un régime monogamique vers un régime polygamique ou inversement. C'est possible qu'il y ait changement de régime. Alors, article 311 du Code civil. Après la célébration du mariage, chacun des époux peut demander en justice le changement du régime matrimonial adopté lorsque l'application des règles et de ce régime se révèle contraire à l'intérêt du foyer. La procédure, longue et laborieuse, reste souvent méconnue des populations et parmi les conjoints interrogés, personne n'est prêt à accepter cette procédure. C'est pas à la retraite qu'on va encore prendre la décision d'épouser une deuxième. Ça, c'est pas facile. Je ne peux pas changer, je ne me suis pas mariée pour changer. Parce que la Bible dit qu'on doit être marié à la monogamie. L'homme et la femme forment une seule chair. Les couples sont unis pour le meilleur et pour le pire. Certains jeunes brandissent leur éducation spirituelle et rejettent de facto la polygamie. Dans certaines coutumes, la polygamie est autorisée. Et moi, en ce qui me concerne, par rapport à mes convictions religieuses, je ne suis pas pour la polygamie. Si on se marie à l'église, est-ce que c'est possible de changer après? Je ne pense pas que ça soit possible de changer de régime. Les futurs époux ont le choix pour déterminer le régime qui convient à leur union. En l'absence des statistiques, il est difficile de dire le régime le plus contracté dans les unions au Gabon. Si le mariage est célébré dans une mairie, le changement de régime, lui, s'effectue au tribunal. Les époux peuvent par ailleurs saisir un notaire pour procéder à la modification de l'acte de mariage. Voilà qui met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Les étudiants gabonais des universités privées bénéficieront du soutien de l'État durant leur cursus, une décision des autorités qui vient mettre un terme à la polémique entre la NBG et les responsables des dites universités. Le R21 est le nouveau vaccin contre le paludisme made in Burkina. C'est une lueur d'espoir qui vient de Burkina Faso et qui pourra sauver toute l'Afrique de cette maladie qui ruine la population du continent. Ouverture ce mardi du sommet du G7. Ces grandes puissances sont à la recherche des réponses communes. Face à l'urgence, les 7 pays les plus industrialisés se concertent. Le clin d'œil de ce soir était orienté vers ce questionnement autour du régime matrimonial, polygamie ou monogamie. Peut-on changer de régime? C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur nos antennes.